Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Connaissez-vous le métier de géologue ? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cet épisode. Grégoire est géologue depuis plus de 20 ans. En août dernier, il est arrivé à Moanda au Gabon pour exercer son métier. Mais plus qu'un métier, c'est l'aventure qui le séduit chaque jour. Entre jungle, savane et forêt, et rencontres animales. Je vous laisse écouter le récit de Grégoire, l'Indiana Jones du Gabon. Bonjour Grégoire. Bonjour Elodie. Est-ce que tu voudrais bien qu'on commence cet épisode par ta présentation, s'il te plaît ? Je suis Grégoire, j'ai 46 ans, je suis géologue, et puis j'ai fait des études en France, et très vite je suis parti exercer mon métier à l'étranger. D'accord. Dans plusieurs pays, d'abord en Afrique, et puis un peu partout, avant de me spécialiser dans la géologie minière, en exploration et en exploitation. D'accord. Et du coup, tu disais t'as déjà eu des expériences en Afrique. Tu peux me parler de quel pays, quel pays tu étais ? J'ai travaillé à Madagascar sur des projets plus en hydrogéologie, recherche de nappes d'eau pour alimenter des villages dans le sud-ouest de Madagascar. Ça, c'était sur la fin de mes études. Et puis ensuite, je suis retourné en Afrique pour travailler au Niger. D'accord. Voilà, quand j'ai commencé à travailler en exploration minière, le premier pays où j'ai travaillé, c'était le Niger. Je suis resté 2 ans dans la zone du Ténéré. Ok. Donc ça, c'était l'Afrique. Puis j'ai travaillé en Asie centrale, Kazakhstan, Mongolie. D'accord. J'ai travaillé au Canada. Tu as vraiment beaucoup bougé. À chaque fois, c'était en famille ou tu étais seul ? Non. L'essentiel des missions longues, hein. À chaque fois, c'est des missions de 1 an jusqu'à presque 4 ans. Sur toutes les missions, le Gabon est la deuxième mission en famille. Ma première mission en famille, c'était en Australie. Ok. Et alors, comment est-ce que tu es arrivé ici ? Comment je suis arrivé ici ? Je travaillais en France il y a encore moins d'1 an, mais j'avais toujours cette envie, une envie personnelle d'aller continuer à faire de la géologie d'exploration et d'exploitation minière. Et puis au niveau famille, on avait envie, on est rentré d'Australie en 2015, après presque 4 ans en Australie. C'était une très belle expérience professionnelle et de vie familiale. Donc on s'était dit toujours qu'on regarderait les opportunités de repartir en famille, et ça s'est présenté à nous. Ça a mis un peu de temps à se concrétiser, quasiment 1 an, entre les premières discussions et puis et le départ. Avec un départ en solo au départ pour les 6 premiers mois avant que la famille puisse me rejoindre. Et voilà, et je connaissais le Gabon par des amis, d'anciens collègues qui avaient travaillé, il y avait séjourné en famille, et ça avait l'avantage d'allier un très beau projet, je dirais, professionnel, et des conditions d'accueil pour la famille qui soient raisonnables en termes d'éloignement de la France, de services, que ce soit la scolarité, la santé. Voilà. Oui, par rapport à l'Australie, déjà les vols sont un peu moins longs, on va dire, pour retourner ensuite vers la France ou pour qu'on vienne vous rendre visite. C'est ça, ouais. C'est là, on est moins loin de la France.
Même si Moanda, ça reste une petite opération de 2 jours hein, pour rentrer en France, entre vol intérieur et vol international. Mais voilà, on se sent quand même moins loin au Gabon de la France que quand on était en Australie, où on a réussi quand même sur les 4 ans à rentrer une fois et demie par an en moyenne. Donc, mais à chaque fois quand on rentre, il faut rentrer un bon mois parce que sinon le trajet est trop long. C'est vrai que le vol est relativement court entre Libreville et Paris. Ça permet d'envisager des retours un peu plus fréquents, de faire venir des membres de la famille ou des amis. Oui. Et alors, peut-être que cette question est très très large, tu vas me dire, mais voilà, aujourd'hui tu es ici pour me parler de ton métier de géologue, qui me semble passionnant. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu, me décrire un peu qu'est-ce que tu fais tous les jours? Alors ouais, je vais parler de ce que je fais ici parce que c'est assez large la géologie. Hein. J'ai commencé en hydrogéologie à chercher la présence d'eau souterraine. Aujourd'hui, c'est le manganèse qui m'intéresse. Donc c'est déterminer sur la zone d'exploitation où se trouve le manganèse et en quelle quantité. Donc dans les zones de mines, on fait des sondages. Donc qu'est-ce que c'est un sondage? C'est un trou dans le sol dans lequel on va prélever un échantillon. Donc sur le gisement actuel, c'est pas très profond par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres expériences. Ici, on est entre 10 et 15 mètres de profondeur. D'accord. Voilà, et on va récupérer un échantillon qui a le diamètre d'une boîte de conserve et qui fait entre 50 cm et 1 mètre de long. Voilà, et on va progresser comme ça tous les mètres et on va sortir on appelle ça des carottes. On va sortir ces carottes de roche qui vont nous permettre, après description du type de roche, on va décrire les composants, les minéraux, la texture, l'organisation de ces minéraux, on va décrire la couleur, les différentes phases d'altération. Qu'est-ce qu'on va décrire? On va décrire aussi la présence d'eau, s'il y a de l'eau dans le minerai. Et donc ça va permettre derrière de préparer son exploitation. D'accord, mais alors du coup, actuellement on a déjà des zones qui sont exploitées pour le manganèse. Et donc toi, là, l'idée c'est d'aller découvrir d'autres zones au Gabon et voir s'il y a d'autres zones à exploiter. Ouais, ça c'est le deuxième volet. En fait, j'ai un volet qui est accompagner la mine actuelle dans ses développements proches, dans son activité quotidienne, afin d'optimiser la sortie du minerai qu'on connaît. On connaît quasiment, à 90-95% la présence du minerai. Donc ce qu'on cherche, c'est à mieux le connaître pour optimiser l'utilisation des engins. Et puis le volume et le tonnage de ce qu'on sort et la qualité. Par contre, en parallèle, on est en train de relancer une période qui s'était terminée au début des années 80, qu'on appelle l'exploration. Et là, c'est rechercher des nouveaux gisements au Gabon, en manganèse. Donc, aller chercher une ressource future pour prolonger la vie de l'activité minière de la compagnie. D'accord. Et alors ça, comment est-ce que vous décidez initialement? Sans même être allé sur le terrain, vous vous posez sur une carte et vous vous dites on va aller peut-être explorer par ici ou par là. Le Gabon a été exploré depuis peut-être au moins une centaine d'années par différentes générations d'explorateurs qui ont repéré des indices. On appelle ça des indices, des gîtes. C'est-à-dire c'est des points particuliers où on a décrit des roches ou directement des minéralisations qui sont associées au manganèse ou directement au manganèse. Voilà, donc ça permet de construire une réflexion entre la carte géologique qui nous donne l'organisation des roches, les couches ou les formations plus anciennes, et puis la présence ou pas du métal qu'on cherche. Donc c'est une réflexion, c'est une analyse, c'est une enquête en fait. On va prendre un certain nombre d'indices théoriques ou réels, historiques, et à partir de ça, on va essayer de faire un pari sur l'avenir pour proposer de déposer un permis minier, enfin un permis d'exploration d'abord, dans lequel on va aller réaliser des travaux de recherche, des travaux d'exploration. Ça commence simplement par la cartographie,
essayer de trouver de la roche directement affleurante, c'est-à-dire visible. Donc autant quand j'étais dans le désert du Ténéré, qu'on a des reliefs, des montagnes, c'est très facile, il n'y a pas de végétation. Au Gabon, c'est très compliqué, il y a un couvert végétal considérable. Donc on va dans les rivières, par exemple, qui ont entaillé le relief, où là on va pouvoir trouver dans des petites cascades quelques morceaux de cailloux qui nous indiquent finalement ce qu'il y a en dessous du couvert végétal et du sol, qui peut être très épais. Puis on fait appel à des techniques beaucoup plus modernes, qui sont soit la géophysique, donc c'est des outils qui se basent sur les phénomènes électromagnétiques ou gravimétriques, qui vont permettre de caractériser le sous-sol à distance. On a aussi la géochimie, donc c'est la composition fine chimique des roches. Donc si on prélève un morceau de sol, quelque part le sol représente la chimie qu'on peut trouver plus profond. D'accord. Et donc en analysant finement à des quantités infimes la présence du manganèse dans le sol, on peut voir si c'est une teneur de manganèse standard liée à une roche non enrichie en manganèse, ou si au contraire, on a un petit signal qui nous indique qu'il y aurait plus de manganèse en dessous. Donc ça fait partie des méthodes préliminaires qu'on fait en général dans les premières années d'exploration. Et puis ensuite, quand on a identifié quelques premiers indices, on va aller faire des forages. Donc là, c'est comme dans la mine. Actuellement, on va aller avec des sondeuses, donc c'est à la taille d'un camion, d'un petit camion, aller prélever des roches à 5, 10, 15, 20 mètres de profondeur pour voir si il y a une réalité physique à tous les indices qu'on a pu rassembler avant. Et alors avant vraiment une exploitation minière, on peut dire qu'il peut se passer quoi, 3 ans, 5 ans? Je dirais que la fourchette admise actuellement, c'est plutôt 10-15 ans. Ah oui. Donc ça peut prendre entre 5 à 15 ans. 5 ans si on est vraiment très très rapide et très chanceux. Il y a de la chance quand même. Et beaucoup plus. Et alors pour aller justement jusqu'à ces zones qu'on explore, c'est un peu l'aventure, parce que j'imagine que vous partez parfois en plein milieu de la forêt, de la savane ou de la jungle. Alors pas à l'inconnu, parce que vous savez vers quel point vous allez, mais en tout cas vous traversez des zones qui parfois sont pas bien souvent traversées par des véhicules. C'est le cas, en fait, le premier travail, c'est d'accéder à la zone qu'on a choisie. Et donc, souvent, le travail préliminaire, c'est fait uniquement sur carte, sur photo aérienne, photo ou image satellite. Et donc, on ne sait pas s'il existe des routes, ou si les routes qu'on a vues sur la carte, ou sur l'image satellite, sont toujours praticables. Donc, en fait, on prend notre voiture, on a un petit peu d'équipement minimal pour tenir quelques jours en autonomie, et on va procéder à une reconnaissance, on appelle ça une reconnaissance. Donc la reconnaissance, on l'a fait en s'appuyant sur les parties prenantes locales, c'est-à-dire quand il y a des zones habitées, on va aller se renseigner dans les villages pour connaître les pistes qui existent, celles qui sont encore praticables, celles qui ne le sont pas. On va se faire accompagner par des guides, on va recruter dans les villages des gens qui ont l'habitude d'utiliser ces pistes pour leur activité de cueillette, de chasse, de pêche, de ramassage de bois. Donc ces gens-là sont d'une aide précieuse parce qu'ils connaissent bien leur forêt. Ouais. Et ils vont nous aiguiller pour nous rapprocher au maximum des zones qui nous intéressent, sachant que des fois, même les pistes qui existaient il y a 5 ans, c'est le cas aujourd'hui pour nous, sont plus praticables en véhicule parce qu'il y a un pont qui s'est effondré, il y a une route où il y a eu un glissement de terrain, et donc dans notre première approche, on va devoir faire une partie du travail à pied pour reconnaître ces zones-là et évaluer le besoin en rafraîchissement des pistes. Donc parfois c'est pire que les routes de l'impossible. Parfois il y a même pas de route, ouais. Voilà, parfois il y a pas de route, il y a pas de route, ou la route, une fois qu'on a fait quelques kilomètres en voiture, on tombe face à un arbre, tantôt on peut le découper parce qu'il est pas très gros, et s'il est trop gros, on n'a pas les moyens dans un petit véhicule léger de découper un arbre de plus d'1 mètre de diamètre, donc on est obligé d'abandonner le véhicule et de continuer à pied s'il faut. Voilà. Donc parfois vous partez 3-4 jours, voire plus, et où est-ce que vous dormez, comment vous mangez, du coup est-ce que vous
Vous partagez du temps avec les locaux, vous faites des haltes dans les villages. Pour l'instant, dans cette étape préliminaire, on prévoit des missions assez courtes, d'une semaine, on va dire. Et donc on prévoit une autonomie alimentaire et en eau. Donc on a la quantité d'eau pour l'équipe. On prend généralement au moins 2 véhicules, minimum 2 véhicules. Si jamais un véhicule a un problème, il nous en reste un. On peut aider sortir le véhicule d'un bourbier s'il reste coincé. Donc on a toujours 2 véhicules, entre 3 et 4 personnes, plus des guides locaux qui peuvent aussi nous aider. Et on va avoir de quoi faire notre popote. Donc c'est assez simple, hein. C'est retour aux boîtes de conserve. Donc souvent c'est de la sardine et du pain acheté 3-4 jours avant le midi, et puis le soir on réchauffe soit de la choucroute, soit du cassoulet, soit des lentilles, ou soit les 3 en même temps, si on tombe sur un cuisinier un peu aventureux. D'accord. Voilà. Et ça on peut le réchauffer nous-mêmes, ou si on n'est pas très loin d'un village, en général on préfère revenir au village. Les gens sont très accueillants. Là au Gabon il y a vraiment une entraide dans la forêt. Donc généralement les gens nous prêtent une case de passage, vont nous prêter une table, des chaises, nous réchauffer sur le feu les gamelles, ce qui fait qu'on n'a même pas à sortir la gazinière. Et pour dormir ? Et pour dormir, on a les lits picots, donc ça c'est des petits lits pliants. Mais que vous mettez où ? Qu'on peut agrémenter, alors soit directement dehors si on n'a pas trouvé de village, il faut emporter une bâche au cas où il pleuve. Mais dans ma précédente mission, on a eu la chance d'être hébergé à chaque fois soit dans des cases de passage, soit dans des maisons un peu abandonnées qui étaient encore habitables, on va dire. D'accord, et dans ce cas-là, il n'y a pas trop de bestioles, de moustiques en tout genre Il y a, voilà, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir les petites comme les grosses bestioles qui m'embêtent, c'est-à-dire que j'avais pas entendu ou pas vu de panthère en arrivant au Gabon, et c'était pas un cauchemar, mais c'est vraiment un cri de panthère qui m'a réveillé plein milieu de la nuit, et j'étais dans mon hamac à l'extérieur, donc je ressemblais à un gros saucisson pendu entre 2 poteaux. J'étais pas en grande confiance. Bon, la panthère n'en avait rien à faire de moi, et alors que j'essayais de me rendormir, là c'est un éléphant qui est venu les 2 dans la même nuit ? Ouais, à un quart d'heure d'écart. Et donc, j'avoue que j'en menais pas large. Et j'ai rejoint mes collègues qui, eux, s'étaient mis dans la cabane, parce que face à l'éléphant, on parlait d'une grande protection. Mais bon, l'esprit grégaire a prévalu cette nuit-là. Et par contre, j'ai abandonné la moustiquaire de mon hamac, ce qui fait que les moustiques s'en sont donnés à cœur joie. Ouais, donc au final, c'est plus les moustiques qui m'ont gâché la nuit que la panthère ou l'éléphant. Donc, en fait, finalement, tu dois quand même faire... Alors, bon, là, c'était la nuit, ça t'a surpris, c'était pas vraiment une bonne rencontre, on peut dire. Mais tu dois faire des jolies rencontres parfois, et même apprendre plein de choses sur la nature, les plantes. J'imagine que les locaux, parfois, doivent apprendre de quoi ils se nourrissent, et c'est des choses nous, on n'est pas habitués. Ouais, la forêt, en fait, je dis pas que tout peut se manger, mais il y a des applications, que ce soit alimentation, pharmacopée, fantastiques, quoi. J'ai eu la chance, cette dernière mission, d'être accompagné par un spécialiste franco-gabonais de la flore et puis aussi de la faune un petit peu. Et donc, oui, il a pu me montrer quelques plantes, soit à manger, soit qui ont des propriétés curatives. C'est très intéressant, et on ressort de là avec sa petite trousse à outils, tant pour faire un répulsif contre les mouches ou les moustiques, ou alors pour calmer une petite fièvre, enfin voilà, ouais, non, ou pour juste casser la dalle, avec des petites baies qui sont comestibles, avec un goût très sympa. C'est souvent très acidulé. Tout ce que j'ai goûté, il y a un niveau de sucre qui est assez faible, et un goût acidulé, et c'est très riche en vitamines et en antioxydants. Donc voilà. L'alimentation, je dis pas qu'on pourrait survivre une semaine rien qu'en mangeant ce qu'on trouve, mais ça fait des petits compléments sympas. Et concernant la toilette, quand on part en expédition comme ça, on se lave dans la rivière ?
Et ouais, c'est ça. On se lave dans la rivière quand on trouve une rivière qui semble à peu près propre. Voilà, donc dans les villages, c'est un peu la tradition d'aller se laver tous ensemble le soir. Donc c'est très sympa, c'est convivial. Bon, par contre, la qualité de l'eau est souvent un petit peu déplorable parce que la gestion des déchets reste un vrai souci par manque de moyens et puis parce que c'est pas ancré dans les pratiques. Donc c'est vrai on se lave dans une eau où on a des toilettes pas loin, on a des déchets, des vieilles couches qui flottent, enfin voilà. On se savonne bien. Et mentalement la nuit qui suit on se demande si on est sorti plus propre de la rivière avant ou après, quoi. Ouais. Mais ouais, dans les rivières, après il y a des rivières sauvages où là on peut se baigner. Par contre, souvent les insectes vous attendent à la sortie de la rivière et vous sautent dessus. Donc, ouais, là peu importe, même si tu mets ton anti-moustique qui va trop, t'es en plein milieu. J'avoue que j'ai partagé ma semaine entre ne pas me laver et me laver un peu. Et je pense que le ne pas me laver, c'était mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, je parle là de locaux? Ici au Gabon? Peut-être les guides, je sais pas, quelqu'un qui t'aurait marqué? Oui, c'est par exemple un instituteur dans un village où il y a une école. C'est un village de 300 habitants, donc il doit y avoir une soixantaine d'enfants là dans ce village qui vont à l'école. Et voilà, et cet institut, il assure l'école tous les jours. Dans une école, il y a un toit, il y a 4 murs, il y a un petit terrain de foot à côté, et il essaye d'apprendre aux enfants à lire, à compter. Et ils sont au milieu de tout. Il n'y a pas d'électricité. L'électricité, c'est des groupes électrogènes en général, les commerçants ont des groupes électrogènes pour leur frigo, mais les gens n'ont pas d'électricité. Et ces enfants, ils ont la chance d'avoir l'école et ça leur donne une ouverture. Et ces profs, ils acceptent d'aller travailler dans ces villages reculés pour des salaires vraiment faibles, très faibles, et souvent en plus leur salaire arrive en décalé. Ils ont des fois des arriérés de plusieurs mois, si c'est pas des années. Donc ouais, ça m'a et cette personne vous sert aussi un petit peu d'aide à rentrer dans le village. C'est-à-dire qu'après le chef du village, l'instituteur a une notoriété et il comprend ce que vous faites, ce que vous êtes venu faire, et il vous sert, et il va vous introduire auprès des personnes importantes du village. Donc c'était une belle rencontre. Ouais. Est-ce que ici au Gabon, tu as appris des choses différentes sur ton métier? En fait, c'est vrai que l'activité est devenue tellement peut-être internationale, où les standards sont reproduits d'un pays à l'autre par les compagnies, ce qui fait que finalement, c'est l'exploration en effet qui te permet d'être le plus proche de la réalité du pays et de te dire que t'es au Gabon, parce que quand t'es dans une mine, c'est le minerai finalement qui guide toute l'organisation autour, et il y a des petites spécificités, mais si tu fermes les yeux, tu peux être n'importe où en fait quand t'es dans l'activité minière, alors que quand tu vas vers l'exploration et où tu quittes cette structure qui est ici on est à plus de 60 ans de vie de cette mine, donc elle a pris du monde entier. Par contre, en exploration, en effet, là, tu sais que t'es au Gabon, parce que la végétation, les arbres parmi les plus grands du monde, le bruit dans la forêt, cette moiteur, l'absence d'infrastructures, c'est-à-dire que c'est un pays ultra sauvage. Et donc, tu dois raisonner autrement. Quand j'étais en Australie, j'avais toujours des pistes, parce que quasiment 90%, c'est une sorte de grande ferme, l'Australie. Ça n'y ressemble pas, mais en fait, l'essentiel de l'Australie, ça sert à élever des moutons et des bœufs. Donc, même dans une forêt, une sorte de bush tropicale, en fait, c'est une zone où il va y avoir des troupeaux de 100 000 têtes. Donc, on les voit un petit peu. Ici, on est vraiment dans un contexte naturel dans lequel moi, j'avais jamais évolué encore. Donc, on sent le côté beaucoup plus sauvage. Même si la forêt a été exploitée, elle revient
très vite à sa recherche d'équilibre hors intervention de l'homme. Les pistes qu'on a explorées, c'est des pistes qui ont été faites il y a moins d'une dizaine d'années. Elles ont été entretenues pendant 5 ans, ça fait 5 ans qu'elles sont pas exploitées. C'est dur de deviner qu'il y avait une piste roulante à la place. Oui. Voilà, les plantes commencent déjà à réenvahir l'ensemble de la zone. Donc, et là, ce qui était une clairière, c'est en train de se refermer. Voilà, sur moins d'une génération humaine. Donc ouais, ça c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu, cette intensité de la végétation. Et la faune qui est très présente. Alors c'est pas la grosse faune, hein, c'est vraiment la partie insectes. Et puis les oiseaux. On entend beaucoup d'oiseaux en permanence. Il y a beaucoup de variétés d'oiseaux ici. Ouais. Alors on les voit pas forcément en forêt parce que quand on a ces grands arbres autour de soi, on a finalement peu de visibilité, mais on les entend beaucoup. Et ouais, ça c'est quelque chose que je découvre ici. Ouais. Et les singes, t'en as pas vu ? Et les singes, alors j'ai pas eu la chance de voir les gorilles, mais mes collègues qui étaient juste la voiture devant, chaque fois qu'on inverse, c'est eux qui voient les singes. Donc moi j'ai vu les buffles, j'ai vu des oiseaux qui traversent, j'ai vu les traces d'éléphants, mais ouais, on a croisé des gorilles. Je les ai pas vus, mais mes collègues les ont vus. Je terminerai du coup par une question. Voilà, je voulais savoir, est-ce que t'as déjà eu peur ? La dernière fois, oui, avec cette J'imagine panthère. Avec cette panthère, voilà, la panthère et l'éléphant m'ont bien fait peur. Alors souvent, c'est on n'a pas le temps d'avoir peur parce que si on est bien préparé et qu'on est raisonnable, on a anticipé les risques. Ok. On aperçoit des animaux sauvages. En Australie, je suis tombé face à des dingos une fois. 2 dingos, c'est des gros chiens. Mais finalement, ils ont beaucoup plus peur que toi. Oui. Donc après la surprise, c'est plus de la surprise que de la peur. Voilà. Et puis quand t'as des petits soucis de véhicule, c'est souvent ce qui nous arrive parce que on passe beaucoup de temps dans les véhicules. On les malmène. Donc on peut avoir des pneus qui éclatent, on peut avoir des pistes qui se dérobent, des choses comme ça. Et t'as pas le temps d'avoir peur en fait. C'est ton instinct et les réactions pour rétablir la situation. Et c'est de la peur a posteriori, on va dire. D'accord. Je suis resté coincé dans une rivière en crue avec une voiture. Bon, quand il faut sortir pour aller chercher le treuil avec de l'eau jusqu'au cou, nager jusqu'à l'autre rive pour accrocher le crochet. Et... Bon, tu sais qu'il y a potentiellement des crocodiles, mais voilà, la priorité c'est que la voiture se fasse pas emporter avec toi. Et donc tu réagis très vite, et si tu réagis très vite, voilà, okay. Tu t'en sors. Et la peur, c'est après. Ok. Bon, en tout cas, Grégoire, j'étais ravie d'échanger avec toi. Très cool d'être parti un petit peu à l'aventure et d'avoir découvert une partie de ton métier. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa.